je vais, je vais pouvoir parler. Il est minuit une ou deux. On est le 10, du 16 au 17, minuit une ou deux du 16 au 17. Donc, c'était mon anniversaire. 37 ans, 4 ans du petit. Et j'ai pas vraiment travaillé aujourd'hui, enfin pas beaucoup. J'ai pas trop été acteur, mais plutôt spectateur en réflexion. Et je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai vue de... Excusez-moi les noms, très peu de mémoire pour les prénoms. Et les noms de famille, je crois que c'est Mathieu Riquer et Atlidi. Sur plusieurs définitions, parce que, ou plusieurs consciences qui sont en notre défaveur actuellement. Et souvent la définition subjective d'un mot ou d'une analyse nous fausse le sujet. C'est-à-dire que le sujet lui bouge pas, mais avec une analyse fondée sur des préjugés, ben, fausse le sujet en lui-même. Alors je parle de les gens qui peut-être que vous avez du mal à comprendre de ce que j'essaye de dire. J'essaye de définir au niveau des définitions et des préjugés qu'on s'en donne. Je voudrais quand même signaler, j'en profite aujourd'hui parce que quelque part il y a toujours 2 jours dans l'année où consciemment, ou inconsciemment ou consciemment, on a à peu près les mêmes réactions. C'est Noël et le jour de l'anniversaire. Alors que ça soit une Noël ou l'anniversaire, quelle qu'en soit notre date d'anniversaire, moi c'est août, donc c'est à peu près moitié-moitié. Quel, quel qu'en soit notre jour d'anniversaire ou l'année de Noël qu'on se remémore, ces deux dates, alors que tous les jours de l'année se passent d'année en année, mais précisément ces deux dates, inconsciemment, on fait toujours un constat, une analyse sur ou l'année qu'on a passée, ou le moment qu'on a passé, ou alors le résultat, ce que ça nous a procréé, ou créé tout simplement, puisque procréé. Donc il y a quelque chose de fondamental, c'est que là actuellement, aujourd'hui, on se dit oui, mais on ne voit pas où on va, il y a la crise, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Et je voulais vous dire, méfiez-vous de vos analyses qui sont déjà totalement fausses. Alors j'ai essayé d'expliquer en psychologie pourquoi elles sont fausses. C'est-à-dire qu'il est plus facile de, de refaire une analyse mal fondée sur des préjugés que plutôt changer ses vues d'optique sur la réalité. Et la réalité, généralement, est bien plus en mouvement et bien plus évolutive que ce que nous le permet notre analyse. Et quelque part, dans notre analyse, au commun, on a tous une définition bien précise de notre analyse sur le présent. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que, bien sûr, il y a encore des difficultés à présent sur le moment présent. Mais je voudrais dire faire attention parce que dans l'humanité, et j'ai bien signalé par exemple sur les efforts que j'ai fait là depuis 2 3 ans, et je parle de ma personne, mais la réaction est au commun, il ne faudrait pas mettre de trop en avant notre insatisfaction, mais plutôt un regard sur notre réalisation. Pendant 20 ans, on a mis 20 ans pour en arriver jusqu'à ces 2 ou 3 ans passés.
Et quelque part, on a mis 20 ans, ça fait long, ça fait 2 décennies quand même, hein. Eh bien, j'ai l'impression quelque part que l'évolution qui s'est faite en 20 ans a été que matérielle. Il y a en prédominance matérielle. Ce que je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas évolué psychologiquement, du fait des films, des sujets diffusés, des tabous révélés, enfin, il y a plein de sujets psychologiquement, spirituellement qui ont évolué. Mais alors, le changement fondamental et radical que l'on a connu ces 2, 3 dernières années, sur pas une évolution matérielle, mais aussi bien psychologique et spirituelle, que ça serait une ignorance totale de se dire qu'on en est encore au même point. Alors, on n'est plus du tout au même point, on n'est plus du tout dans le même taux vibratoire, et on n'est plus du tout dans les mêmes réactions. Là où je voudrais en venir, c'est que il y a 2 choses qu'il faut se méfier dans une analyse. Déjà, en analyse, c'est comme une vue que l'on a sur un sujet. Et dans la vue, nos yeux voient l'extérieur, mais ont plus de mal à se voir à l'intérieur. Et même quand on se met devant un miroir, on ne se voit pas, mais on se montre. Dans le sens que quand on est heureux, on se montre de belles images, et quand on est malheureux, on se montre de mauvaises images. Mais devant le miroir, on ne montre que ses attitudes. Si bien que, pourquoi une attitude? Parce que on a toujours les mêmes attitudes devant un miroir, quelle qu'en soit l'émotion de notre attitude. Mais par contre, voir ce que les gens voient de nous dans un miroir, ça on ne verra jamais. Quand on essaye de se mettre naturellement devant un miroir, dès qu'on voit son image, inconsciemment ou consciemment, on change d'altitude. Et dès qu'on n'est pas devant le miroir, notre naturel, du fait de ne pas se voir, on retrouve son naturel. Donc c'est du quasi impossible de voir sa propre personne ou avoir une analyse objective sur sa personne. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas s'analyser ou qu'on ne sait pas analyser. C'est juste que notre point de vue, nos optiques et nos façons de voir et les détails que nous allons regarder, eh bien, c'est le même regard que l'on porte, où on a les mêmes tics d'observation, les mêmes critères que l'on va regarder. Je sais pas si j'étais très clair, mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense qu'on est dans l'immobilisme et la difficulté, je vous dirais, mais vous êtes ignorant du bonheur total que vous jouissez. Parce que si vous mangez pas à votre goût, ben vous mangez quand même. Et 2, si vous mangez pas quand même, ben vous êtes pas mort. Donc du coup, il y a des choses essentielles. Alors bien sûr, quand on dit oui, il y a toujours plus malheureux que soi, il y en a qui disent ouais, mais c'est bien le malheur et d'avoir conscience qu'il y en a qui sont plus malheureux. Enfin, c'est bien d'être heureux aussi. Et ils ont tout à fait raison. C'est bien d'être heureux aussi. Et là, je vais enchaîner pour la transition sur l'analyse du bonheur. Parce que, est-ce que le bonheur est universel? Est-ce que l'analyse du bonheur est universelle? Ou est-ce que le bonheur, c'est quelque chose d'intellectuel? Et c'est un peu délicat ou philosophique. C'est un peu délicat à essayer de voir toutes ces nuances et ces subtilités entre le bonheur physique, le bonheur intellectuel et le bonheur universel.
Il y a des bonheurs universels, il y a des bonheurs physiques, il y a des bonheurs intellectuels, psychologiques. Je vais quand même essayer de vous dire quand j'ai entendu ce, cette interview. Alors ça parlait un petit peu de notre évolution mondialement, mais ça parlait un petit peu des inégalités qui se font. Je dirais que les inégalités sur Terre ont toujours existé. Je crois que depuis l'époque des Romains, on ne sait pas vivre au commun ou d'une seule et même civilisation. Et c'est ce qui fait notre plus grande difficulté au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas trop notre civilisation qui va mal, mais c'est au collectif une individualité qui nous divise. Et subjectivement, on se divise inconsciemment. Ça veut dire que même quand on rencontre un ami à soi, au lieu d'avant de parler et de lui parler de notre personne, ou de lui demander comment ça va, alors qu'il y a de fortes chances que ça aille pas, hein, on n'est pas si vraiment différent que ça, même de toute classe sociale. Au lieu d'engager la conversation comme cela, essayez de faire cet exercice et vous allez voir comme les choses changent totalement. Avant même de rentrer dans des conversations tout à fait quotidiennes, essayez de voir ce qui lui ferait plaisir, ce qui l'étonnerait et ce qui pourrait changer. Ou alors ce qui pourrait changer en l'étonnant et lui faisant plaisir. Mais de la façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire ne cherchez pas à essayer de comprendre cette façon. Vous allez le comprendre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas le chercher au tac au tac. Il faut le faire dans une optique que de le faire, eh bien, c'est une sensation agréable à faire ressentir, mais surtout à vivre. Puisque si on le fait ressentir, c'est une autre personne qui le fait ressentir à une autre. Alors, est-ce que c'est l'autre qui reçoit ou est-ce que c'est nous qui donnons? Je sais pas. Est-ce qu'il y a plus de réjouissance à recevoir ou est-ce qu'il y a plus de réjouissance à donner? Je sais pas. Mais le résultat, que ce soit donneur ou receveur, il y a une réelle réjouissance. Alors que de la même situation, André, ça va, ouais, 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 ça va, bah alors qu'est-ce que tu fais, bah, là, là, là. Et d'arriver de suite à enchaîner sur le quotidien ou les choses qui sont réelles, mais pas tant que ça en fait, puisque c'est plutôt des réflexions sans, sans imagination que ça puisse être meilleur ou que ça puisse être pire. Donc je dirais pas que c'est stérile, je dirais que c'est matériel. Avec, avec la construction de, par exemple, euh, se- euh, poser la question, qu'est-ce qui, pas quelle phrase pourrait faire rire la personne, mais arriver à quel sujet, et puis de quelle manière pour arriver au sujet, par quelle chute pourrait arriver à faire sourire une personne. Je dis ça parce que euh, on disait avant que ça faisait des vases communicants, et en même temps qu'on disait que c'était des vases communicants, on disait que c'était communicatif. Que ça soit le rire, les pleurs, la dépression, la joie, le bonheur. C'est communicatif. Alors, bien sûr que c'est communicatif, mais c'est surtout comment plus clairement pour en venir à une réaction plus médicale et scientifique. Je dirais que c'est un taux vibratoire. C'est-à-dire quand vous jouez une corde et que vous accordez votre guitare et que vous faites vos harmonisations, vous doigtez à la cinquième case,
vous rendez compte que quand les deux cordes sont accordées, c'est-à-dire elles disent toutes les deux la même note, vous n'avez pas besoin de toucher les deux cordes en même temps pour que les deux vibrent en même temps. Mais par contre, quand une guitare est accordée, de toucher la première corde, c'est-à-dire la première note, va faire vibrer la note identique, la corde de la note identique, et sans même qu'elle soit touchée. C'est une question de vibration. Alors comment on peut l'expliquer plus clairement, parce que ça c'est au niveau métaphorique, si on veut. Maintenant au niveau physique, c'est comme, euh, c'est comme une pierre dans l'eau. Quand une pierre dans l'eau tombe dans l'eau, et touche l'eau, il va y avoir cette vibration. Alors je dis vibration, l'ondulation de l'eau. Et en fait, au départ, c'est une petite pierre comparée à l'ondulation enfin l'ondulation est toujours plus grande que la pierre. Mais la première ondulation est toujours plus petite que la dernière. Et bien là, ce que j'essaie d'expliquer avec l'ondulation de l'eau quand la pierre tombe dans l'eau, c'est la réaction en chaîne qui se fait sur le vibratoire. Et c'est pour ça que actuellement, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la mondialisation, qui s'intéressent à ce présent. Et là où je suis un peu étonné, c'est que on arrive étonné, puis pas tant que ça, parce que c'est valable aussi dans ma vie, et je le constate aussi dans ma vie. Autant on est conscient de ce que l'on détruit et des échecs que l'on a, et on est un peu tétanisé, ou enfin un peu tel sur ces réactions. Mais alors vous le soupçonnez, vous ne pouvez pas soupçonner l'ampleur de vos réussites ou de votre évolution. C'est-à-dire que rien que vous rappelez comment vous pensiez il y a 2 ou 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, vous allez retrouver quelques détails, mais c'est une infime partie de la réalité. Parce qu'au réel, les subtilités sont bien plus importantes. Ainsi, quand vous vivez dans la journée, pendant les 12 heures de la journée, vous allez rendre compte que chaque seconde, chaque moment de la journée, à chaque action, il va y avoir des pensées. Et il n'y a pas une pensée pour une action, il y a des personnes qui ont vraiment plusieurs pensées par même action. Mais le lendemain, quand vous repensez à la veille, il vous sera difficile de dénommer chaque moment que vous avez eu de la journée, avec chaque action, et surtout chaque pensée de chaque action de chaque moment. Et pourtant, la veille s'est bien produit, et il y a eu vraiment... ça a été réel. Là où je veux en venir, c'est que même si vous avez bonne mémoire, ce n'est que le dessus de l'iceberg que vous retrouvez. Et la réalité, c'est que l'iceberg, il y a le dessus, il y a le dessous. Donc c'est qu'une partie de la réalité. Dans le bonheur, dans l'Occident, quand on regarde par exemple, et qu'on parle de richesse et de pauvreté, et c'est flagrant en Occident, mais aussi pour tous les mondes évolués, on parle souvent de richesse ou de bonheur face à une valeur financière. Et je suis un peu scandalisé ou autre quand je vois des analyses comme ça sur le bonheur, parce qu'elles sont totalement fausses. C'est-à-dire que nous en France, même avec de l'argent, on est moins riche
on est moins riche d'expériences de vie qu'en Afrique ou autre. En France, on va être plus riche de culture, d'éducation ou autre qu'en Afrique. On va être plus aisé financièrement qu'en Afrique. Mais là où je voudrais vous venir, c'est que pourquoi je dis que c'est pas du tout objectif, c'est que ne vous dites pas que moins d'argent est égal plus pauvre. Ou alors on peut être pauvre financièrement et riche spirituellement. Et là où je voudrais en venir, pour simplifier cette conscience, c'est que vous avez beau avoir des 1000 et des cents, ou juste un 100, vous voyez bien que vos enfants, en bas âge, qui sont bien plus proches de la vérité généralement, ou de l'instinct, n'ont pas besoin de cet argent, ou de vos responsabilités, ou de vos réussites, ou de tout ce qui vous appartient dans votre esprit, pour être heureux. Ils arrivent à s'épanouir de votre présence, ils arrivent à s'épanouir de leur environnement, ils arrivent à s'épanouir naturellement. Et là où je voudrais en venir, c'est que c'est troublant de voir à quel point l'évolution personnelle que l'on prend dans une vie, alors c'est dû à l'âge, c'est dû à beaucoup de facteurs comme l'environnement, comme la société où l'on évolue, comme la mondialisation, enfin tout ce qui peut toucher notre conscience et l'influencer. Toujours est-il, en grandissant et en vieillissant, quelque part, alors je parle pour la vingtaine, trentaine, hein, puisque c'est les années les plus actives dans presque la superficialité, parce que c'est des choses qui ne sont pas, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas vital, dans le sens où le travail, la réussite, l'argent n'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Tout le monde le désire, mais il faudrait vraiment être bête pour voir que ceux qui l'ont ne le désirent pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se dire que c'est pas la réussite qui est intéressante, c'est pas l'argent qui est intéressant, c'est pas les responsabilités qui sont intéressantes, parce que on s'intéresse à toutes ces choses en glorifiant ces états, mais si on le fait, c'est parce que ces trois états, que ce soit la réussite, la richesse ou les responsabilités, eh bien on sait directement que inconsciemment ça donne du bonheur. Et là où je voudrais, pourquoi j'ai parlé des enfants et des pays sous-développés ou de nous-mêmes, c'est parce que c'est pas vers une réussite ou vers de l'argent ou des responsabilités qu'il faut courir. C'est vers son propre bonheur. Alors, si vous rêvez et que vous estimez que votre bonheur, c'est vous retrouver devant 100 000 personnes et de chanter dans votre plus beau costard et d'avoir des milliards de femmes, ici et ça, bref, il y a forte chance que vous soyez déçu, enfin, voilà. Et là où je voudrais en venir, c'est que si votre bonheur absolu, c'est quand vous buvez une gorgée d'eau, ben vous serez heureux à chaque gorgée d'eau. Donc ça fait plusieurs fois par jour. Et là où j'essaie d'expliquer ça parce que voilà, il y a des barrières psychologiques, il y a des préjugés inconscients, et il y a surtout des barres trop hautes qu'on n'atteindra jamais et qu'il ne faut pas se mettre. Le bonheur absolu, c'est pas celui
que l'on peut vivre. Mais il faut que ça soit celui que l'on... Enfin, c'est pas celui qu'on pourrait vivre, mais c'est celui qu'on peut vivre. Un bonheur qu'on pourrait vivre, mais qu'on ne vivra jamais, n'est pas un bonheur. Non, c'est un état qu'on ne pourra jamais vivre. Donc si on ne pourra jamais le vivre parce qu'il est trop haut, ça ne sert à rien de l'espérer. Et vaut mieux espérer un moment que on sait que ça ne tient qu'à nous de le créer. Ou un moment qui tient qu'à nous de le créer, eh bien, rend heureux à sa réalisation. Alors que si je pense que je veux réaliser, que j'aurai la satisfaction personnelle d'avoir réalisé l'écriture d'un poème tout en conduisant une Formule 1 et passer le Grand Prix, vous doutez bien que je risque d'être déçu de mon existence parce que ça va être un peu dur de conduire une Formule 1, passer premier sur un Grand Prix et d'écrire un texte avec mon corps. Donc, il arrive un moment donné où l'accessibilité de ses rêves, l'accessibilité de l'objectivité de l'accès à ses rêves doit être réaliste. Il faut pas se mettre la barre trop haut, il faut pas la barre trop bas. Il faut se mettre une barre qu'on a les moyens et les capacités de pouvoir réaliser, ou sinon c'est une déception totale. Et ne vous en faites pas, même si vous mettez des barres accessibles dans l'instinct, et du fait qu'on soit une partie infime de Dieu, mais qu'on est quand même une partie de Dieu et que Dieu nous a créé à son image, et comme Dieu est absolu, ben, dites-vous bien que même en étant parfait, bon, on est perfectionniste. Et ça veut dire que pour nous, la perfection, c'est par exemple le 100%. Mais une fois qu'on est à 100%, ben, le perfectionnisme, ben, c'est de dire non, c'est pas 100% que je vais être au mieux de ma forme. Non, moi, le mieux de ma forme, c'est le 200%. On peut pas penser que la perfection absolue, c'est le 200% quand on est à 0%. Ben non, on a du mal à l'imaginer. Mais par contre, c'est plus facile à imaginer qu'après une réussite, quand on est à 100%, désirer le 200% nous semble totalement logique puisqu'on a déjà réalisé 100%. Donc doubler sa performance, psychologiquement et physiquement, ça c'est possible. Et c'est instinctif, c'est naturel, c'est tout ce que vous voulez. Alors que désirer d'être à 200% dès le départ alors qu'on n'en est pas à 10%, eh bien il y a de fortes chances qu'on soit toujours déçu et dans la déception parce que le chemin est loin. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que si vous me demandez qu'est-ce qui sera en 2020 ou en 2030 ou en 2050, hein, et que j'entends des projections comme cela dans les raisonnements, je dirais que vous me faites... alors le mot, ça serait quoi, le plus précis? Vous m'étonnez étrangement parce que en étant médium à l'heure actuelle, et avec les 20 ans qu'on vient de passer, j'ai quand même beaucoup de mal à me projeter, alors que j'ai des capacités physiques et intellectuelles pour le faire, de naissance, et des prédispositions à le faire. Donc je me dis que pour quelqu'un qui n'est pas médium ou autre, moi je veux bien que vous vous projetez en 2030 ou en 2050, mais quel est l'intérêt vraiment? Et puis quel est l'intérêt de se projeter dans une supposition de 2030 ou de 2050? Surtout que vous aurez beau imaginer même ce qui se rapprochera le plus, ça ne sera pas 2030 ou 2050. Enfin, en 2030 en 2050, on saura ce qu'on a fait. Et là où je voudrais prendre un peu plus d'attention, c'est que ça sert à rien d'analyser les actions avant. Les actions sont des actions, les réflexions sont des réflexions, et on a beau avoir la réflexion la plus poussée sur une action, euh, la réflexion et l'action, c'est vraiment deux sujets totalement différents. Même si on fait une action de sport et qu'on réfléchit à une action de sport, je peux vous assurer que
Je prends un exemple, le sport, mais chaque sujet de vie peut être pris en exemple. Entre la réflexion et l'action, c'est vraiment des choses totalement différentes. Elles sont pas opposées, mais bien complémentaires. Mais enfin, entre quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui se met dans l'action, même si la réflexion peut être complémentaire à l'action, pour la réalisation de l'action, il n'y a pas besoin forcément de réfléchir. Enfin, celui qui arrive à faire sans réfléchir, vous lui demandez de réfléchir, il va te dire, ben, je veux bien que tu me demandes la réflexion, mais enfin, moi j'arrive à le faire sans réfléchir. Je veux bien réfléchir à ce que je fais, mais bon, entre réfléchir à ce que je fais ou faire ce que je réfléchis, je préfère faire, quoi. Et c'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que qu'on soit la réflexion que l'on a au présent la plus poussée sur la transition que nous avons avec le problème financier, parce que c'est un vrai problème, l'importance de l'argent, l'importance de la matière, le conditionnement par la matière, et puis l'évolution humaine. Et là, je vais vous donner des réalités, c'est-à-dire que si je me projette en 2030 ou 2050, vous ne travaillerez plus. Vous ne travaillerez plus, les banques existeront plus et l'argent n'existera plus. Et c'est pas qu'on le changera par autre chose, c'est qu'on a tellement été conditionné, on a tellement euh, été manipulé, on a tellement été utilisé pour de l'argent que vous doutez bien que vu l'évolution d'éveil que prend mondialement l'humanité, ben, je doute fortement que dans même 1, 2, 3, 5 ans à venir, que l'on puisse se faire acheter pour X raisons, même pour des choses vitales. C'est-à-dire que même pour notre quotidien, je doute qu'il y ait des gens qui puissent encore aller travailler pour un salaire alimentaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mangera plus, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera plus, mais ça veut dire que nous aurons des actions, et je dis pas des travails, parce que même le mot travail, ça, c'est une connotation un préjugé très, très négatif, quoi. On sait tous qu'il y a, il y a peut-être 80 ou 90% de la population sur Terre qui ne travaille pas avec plaisir, ou qui ne travaille pas de ses passions. Donc je parle plutôt d'action au futur. Eh bien, en 2030-2050, on sera très, très, très actif dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines complémentaires, polyvalents et presque en même temps. Et c'est pas pour pas un rang, ça sera pour le bien de tous. Et pourquoi tout le monde réagira comme ça? Parce que tout le monde y trouvera un bonheur, mais insoupçonnable, que l'humanité ou l'histoire de l'humanité n'a jamais connu. On en a des brèves souvenirs à l'époque romaine, d'abondance et de civilisation unie. Je crois que c'est les seuls d'ailleurs dans l'histoire, les Romains, qui étaient dans l'abondance et, euh, et ce côté de civilisation bâtisseur qui était pour l'autonomie, qui était pour le bonheur, qui était pour les orgies, qui était pour toutes les formes de bonheur possibles et imaginables. Je dis pas que c'était le seul heureux dans l'histoire de l'humanité, je dis pas que c'est les seuls qui ont pu bâtir, j'ai pas dit que... Mais c'était quand même un idéal qui était peut-être pas si utopique que ça face aux règles de la vie ou au fondement même de la vie. Pourquoi je dis ça? Et peut-être que je passe pour un halluciné quand je le dis, mais dites-vous bien que moi, actuellement, dans cette existence, hein, savoir qu'il faut travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir travailler, ou gagner de l'argent pour pouvoir nourrir et nourrir pour pouvoir travailler, enfin, à un moment donné, moi je suis pas contre le boulot, hein, même quand je veux pas travailler, je réfléchis encore et je travaille. Mais je vais vous dire, de toute mon existence, j'ai pas gagné un rond, j'ai pas gagné un salaire, et je continue encore. Alors, pourquoi je le dis?
Parce que justement, moi j'en suis arrivé à je fais les choses parce que elles me bottent. Je fais les choses parce que le bonheur que j'y retrouve, le bonheur qu'il y a de mes journées, qu'il y a dans mes pensées, qu'il y a dans ma sérénité, dans la paix intérieure que je peux avoir, dans toutes ces choses-là, elle, elle est presque sans fin. Et si elle n'est pas dans la journée ou dans le présent, par exemple, parce qu'aujourd'hui j'en ai fait le constat psychologiquement de ma vie, l'évolution que ma vie a pris, ça veut dire que ma vie actuelle n'est pas forcément réjouissante ni bienveillante, enfin tout ce que vous voulez. Mais alors comparé à ce qu'elle était hier, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors bien sûr, j'ai pas un rond de plus. J'ai pas un rond de plus. Alors je peux vous assurer que dans ma tronche, c'est carrément l'opposé, quoi. Et je dis dans ma tronche, mais même dans mon corps, c'est carrément opposé. Et pourtant, je dis dans mon corps, pourtant je suis toujours fumeur, je fais pas forcément de sport physique. Sport intellectuel, oui, mais pas physique. Et, euh, et plein de choses qui sont restées. Les habitudes sont restées. Mais l'analyse et le résultat ont changé. Pourquoi je parle de ma personne, c'est parce que j'essaye de montrer un exemple déjà, et de bien vous faire comprendre qu'il y a dans la vie, bien sûr, encore actuellement, et jusqu'à maintenant, l'argent ou la matière avait une certaine importance. Alors je vous dirais d'abord, il n'y a d'importance au sujet que l'importance qu'on porte. Sur un objet, même de grande valeur financière ou sentimentale, la valeur n'est pas réelle. La valeur n'est pas réelle. Alors, pourquoi je dis que la valeur n'est pas réelle? C'est qu'elle est intellectuelle. C'est-à-dire que un objet de même valeur n'aura pas la, enfin, un objet n'aura pas la même valeur pour deux personnes qui analysent le sujet. Voilà, ou le matériel. Pourtant, ça sera le même objet. Euh, Ces deux personnes peuvent se l'acheter au même prix, mais la représentation symbolique ou subjective sur l'objet est différente. Donc la valeur sentimentale est différente, l'utilité peut être différente, l'action peut être différente, le besoin peut être différent. Enfin, tout se différencie. Et pourtant, c'est un seul et même objet. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que on a mis tellement de valeur à la matière qu'on oublie la valeur de l'esprit. Alors je vais vous donner mille, je suis milliardaire. Si je suis milliardaire, il y a deux choses qui vont se passer. Un, je vais me faire chier. J'aurais plus comment ça s'appelle? J'aurais pu aller chercher la réussite. Je l'aurais. Donc, j'aurais plus de but. Et enfin, c'est qu'un exemple, hein. Mon but, c'est pas d'être milliardaire. Ouais, j'essaie de montrer dans l'optique générale, souvent ce que l'on se dit, ah, moi j'aimerais être milliardaire. C'est un but presque commun, ça. Donc, en ayant le but réalisé, bien du coup, on n'a plus de but et donc on n'a plus d'ambition. Mais le pire, c'est que regardez bien chaque milliardaire, ce qui se passe. Chaque milliardaire, pourquoi ils ne mettent pas de l'importance à à leur argent et sans pour autant regarder la valeur ou la chance de leur argent, dénigrent l'argent et pourtant est presque avare d'argent. C'est un paradoxe, une contradiction totale. Mais je dirais non. Parce que s'ils ont de l'argent
Ben, c'est parce ils ont pas économisé, mais ils ont fait attention avec l'argent. Il y avait plus d'argent qui rentrait qu'il en sortait. Logique, s'il y en avait plus qui sort, qui rentre, quel qu'en soit l'argent qu'on donne, ben, on n'en a pas. Et après, donc ils sont avares. Et après, ils dénigrent l'argent, ben, parce qu'ils en ont. Donc ils peuvent tout acheter et ils le font très bien. Mais le pire, c'est qu'ils sont pas heureux. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde et vous pouvez tout vous payer. Ben, vous ne pourrez jamais payer le regard d'autrui. Et même pire encore, c'est le regard d'autrui que vous désirez. Parce que quand vous avez de l'argent ou des responsabilités ou une notoriété qui fait que vous avez plein de regards portés sur vous, je peux vous assurer que ça rend pas non plus heureux. Pourquoi? Parce que psychologiquement, on sait très bien que c'est pas, ou très bien peut-être pas, mais on sait où on pense, peut-être pour pas avoir autant de certitude, mais plus les gens nous, nous désirent, et puis on se dit, mais ils sont fous, quoi. C'est, c'est pas moi qui désire, c'est ce que je représente. Et là, on dit qu'ils sont fous, c'est parce que on a conscience que ce qu'on représente, c'est pas la personne que l'on est. Quand vous avez de l'argent et que toutes les femmes vous courent après, pour ce sujet bien précis, la personne en elle-même, elle n'en a rien à faire des femmes superficielles qui sont autour et qui sont intéressées par l'argent. La personne qui a de l'argent, elle n'en a rien à faire d'éclabousser ou de se payer une femme superficielle qui est intéressée. Au contraire, elle le désire pas. Pas parce qu'elle en a accessibilité, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et elle est même, je dirais, triste et enragée de voir que la seule personne qu'elle aimerait côtoyer, qu'elle aimerait avoir à ses côtés, qu'elle aimerait séduire, eh bien, elle ne se, elle voudrait être à côté d'ici et ça parce que la personne est intègre et entière. Or, une personne intègre et entière ne se laisse pas acheter, ne se laisse pas impressionner par de l'argent. Donc, même mieux, plus elle voudra se rapprocher de cette personne, et plus la femme entière ou autre s'écartera en disant cette personne-là a les moyens, elle a tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas ce que je cherche. Donc c'est un puissant fond. Les gens courent après des utopies par ignorance. Quand vous voyez, euh, alors je parle des bonheurs matériels, bonheurs matériels. Quand on voit par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre encore comme autre bonheur? Que là, en généralité, beaucoup de personnes imaginent comme un réel bonheur. Bon, j'ai pas d'image, je vais montrer juste le constat du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de moi et de mon fils, du dernier. Et le petit est venu vers midi. Et donc, du coup, comme comme c'est mon anniversaire et que c'est notre anniversaire, très content de le recevoir et de pouvoir lui donner ses cadeaux. Mais ça a beau être son anniversaire, c'est le mien aussi. Et quand la mère est venue et que j'ai vu que rien n'était prévu, qu'on n'avait rien organisé, qu'elle n'avait pas fait son truc de son côté, puisqu'on est séparés, donc je sais pas forcément ce qu'elle vit de son côté. Mais enfin, même si je vis pas avec elle, je me doutais bien qu'elle savait que c'était l'anniversaire de son enfant et mon anniversaire. Donc au départ, je suis parti un petit peu en colère parce que une frustration en me disant mais merde quoi, il y a 2 jours dans l'année, Noël et l'anniversaire. Si on fait pas des efforts au moins ces jours-là, bah alors on fera plus jamais d'efforts quoi. C'est impossible quoi. Il y a quand même des minimums à respecter. Et je me suis énervé. Je me suis énervé, j'ai gueulé ici et ça.
Donc je répète, le petit avait 4 ans et j'ai gueulé devant l'enfant. Elle me le reproche, le petit est en train de jouer à la tablette, enfin bref. Et jusqu'à lui faire remarquer que le petit ne bronchait pas. Il souriait, il me voit tout le temps gueuler. Je suis plutôt gueulard. Et son père gueulait, il le connaît toute l'année. Donc, le petit n'a pas fait la relation. Mon père gueule encore à mon anniversaire. Déjà parce que c'est le 4e anniversaire qu'il n'a pas forcément l'habitude. Mais en plus parce que gueuler, c'est quelque chose d'une banalité profonde pour ma personne. Je peux gueuler très fort pendant 5 minutes et après passer à tout à fait autre chose sans même prêter attention. Ça lui porte aucun souci psychologique. Il sait que je suis pas rancunier. Ici que je dis ce que je pense et je le dis même ouvertement, entièrement, profondément. Mais c'est pas parce que j'ai exprimé quelque chose qui m'a touché que ça va me toucher longtemps ou que c'est du définitif ou que ça va changer quelque chose. Juste, j'exprime. Mais il n'y a pas de réelles conséquences. Et pourquoi j'essaie de dire ça? C'est que dans la journée qui a continué, j'ai pas eu de cadeau. Mais avec les heures qui ont passé et la continuité de la journée, j'ai compris quel était mon cadeau. Eh bien, j'avais mon enfant avec moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est séparés avec la mère, c'est-à-dire que toute l'année, l'enfant n'est pas forcément avec moi. Alors ça demande un peu de relativité, mais quelque part, d'avoir l'enfant me faisait plaisir. Et même si j'avais pas eu moi de cadeau, eh bien j'avais fait un cadeau à mon fils, et ça m'avait fait plaisir. Et de voir mon fils heureux. Donc du coup, voilà, il est minuit passé, et je me dis, ben non, le plus beau cadeau pour un père, c'est de voir son fils heureux. Alors sûr, j'ai pas eu de cadeau matériel, personnel, pour mon anniversaire. Mais le cadeau euh, spirituel d'avoir un enfant et de voir cet enfant heureux, et pas à mon anniversaire, mais à son anniversaire, même si c'est le même jour, me rend une réjouissance que n'a pas de profondeur. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de limite, puisque ce bonheur-là grandira avec le temps, et que je me doutais bien que il va grandir, donc vous me doutez bien que ça sera différent pour chaque âge, mais ça sera toujours grandissant. Et pour mes autres enfants, je vois bien au présent aujourd'hui que même si je les ai pas vus grandir, que même si je les ai pas vus évoluer, et bien que moi par rapport à eux et eux par rapport à moi, et bien disons que peut-être que maintenant on arrive vraiment à un vrai cadeau de vie. Et pourquoi je parle autant de moi et de mon anniversaire, c'est pas pour parler de cette journée. C'est vraiment pour vous faire comprendre nos réactions impulsives, nos impulsivités qui nous poussent à réagir par nos réflexions qui sont des fois embrouillées de ces connotations, de ces préjugés, enfin de ces mauvaises analyses et que quelque part, la vie ou le temps nous certifie et nous clarifie avec le temps, dans le courant de la vie. Donc la question essentielle, c'est est-ce que le bonheur, c'est ce que je pense, ou est-ce que le bonheur, c'est ce que je vis? Et est-ce que ce que je pense peut être désirable, ou est-ce que je dois désirer ce que je vis? Il y a des... On pourra toujours être plus heureux et on pourra toujours vivre mieux. Mais j'ai appris dans mon existence que la satisfaction était une grande force et que l'abstinence
est aussi une grande force. Et après, pour ceux qui vont à la conquête de leur réussite ou de leur désir, je dirais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que, un, vous ne savez pas ce que vous désirez, et deux, vous vous trompez totalement. Vous vous trompez totalement. Tout ce que vous pourrez désirer ou tout ce que vous réaliserez dans votre vie future ne vous donnera pas le bonheur quand vous réaliserez vos désirs, ne vous apportera pas le bonheur que vous imaginez, que vous aviez quand vous l'imaginiez et que vous imaginez le désirer. Alors j'essaie de l'expliquer. Quand vous pensez par exemple faire des études de médecine, en vous disant je veux être médecin, il faut 10, 12 ans, 15 ans de médecine pour être médecin. Je dis pas que c'est pas bien de faire des longues études ou de se mettre des désirs assez poussés ou assez exigeants pour les efforts d'une personne. Mais ce que je veux dire, c'est que entre le désir imaginaire et le désir réel, il y a quand même une grande marge. Parce que pendant des années où on va étudier, on se dit je m'en fous des difficultés, je m'en fous des efforts, je m'en fous du temps que ça met. Et c'est vrai, hein, on s'en fout parce qu'on a un but. Et un but qui est un cap qui est vachement loin. Donc tous les jours on avance, on avance, on avance et on se pose pas de questions. Parce que on a intellectuellement dans l'imaginaire ce bonheur absolu de notoriété, de réussite, de prospérité, de résultats et de réalisation. Mais j'ai quand même vous clarifier, c'est que le jour où on réussit, le jour où on réalise nos désirs, alors je le dis pour une carrière, mais ça peut être pour tous nos désirs. Généralement, le jour où on le réalise, on se dit mais qu'est-ce que je pouvais être con, mais qu'est-ce que je pouvais être con. Et c'est pas d'une bêtise absolue, c'est juste que c'est une partie infime en fait de la réalité. C'est juste ce que tout le monde pense. Et bien je peux vous dire que tout le monde est dans l'erreur. Parce que ceux qui vivent les actions que l'on désire pourront toujours vous dire ah non mon gars, ça tu crois que c'est agréable. C'est une croyance, c'est pas une réalité, c'est pas une science, c'est pas une religion. C'est très délicat de se dire que finalement, nous n'avons pas désiré les choses. Nous n'avons pas à nous projeter. Nous devons être dans la contemplation et dans l'espérance. La contemplation, parce que il n'y a que dans l'observation du présent, il n'y a que dans la contemplation qu'il peut y avoir une réelle satisfaction, une réelle conscience objective du présent, et une réelle objectivité à la satisfaction, et une espérance par croyance objective d'une amélioration. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas se surestimer non plus. Mais maintenant, l'intérêt de fantasmer ou d'idéaliser un bonheur absolu. Moi non, aucun intérêt pour ma personne d'essayer de l'imaginer ce que c'est qu'un bonheur absolu. Je parle pour l'imaginer. Parce qu'entre l'imaginer ou le vivre, je préfère le vivre que l'imaginer. Donc,
il est bien plus intéressant d'essayer de le réaliser pour le vivre que d'arriver à l'imaginer et ne pas le vivre. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, c'était pas pour parler de ma personne, c'était pas pour parler des problèmes actuels de la société, c'était pour faire ou de mon anniversaire ou du bonheur. Mais voilà, c'était une petite vidéo sur la psychologie et surtout l'analyse des préjugés qu'on peut y savoir et la différence entre ce qui est désirable et ce qui est souhaitable et ce qui est bon de penser et surtout ce qui est bon de voir. Et au-delà de la pensée, de voir ce qui est bon à vivre. Voilà tout. Merci à tous. Ciao.